Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La Cour de justice communautaire de la CEMAC opte pour une meilleure harmonisation des institutions au sein de la sous-région. Plusieurs réformes internes ont été lancées en cette année 2020 pour répondre aux défis politiques et institutionnels de la zone. Le Kenya est un pays attractif en termes de tourisme avec près de 2 millions de visiteurs étrangers recensés en 2019. Le pays des safaris bénéficie du tourisme régional avec une grande partie de touristes en provenance de l'Ouganda et de la Tanzanie. Et l'Afrique est chic entre les mains du styliste Iman Aissi. Le couturier camerounais est le premier créateur d'Afrique subsaharienne à avoir intégré le prestigieux calendrier officiel de la semaine de la haute couture qui s'est récemment déroulée à Paris en France. Vous l'entendrez dans cette édition. Mais tout d'abord, les avocats de la Côte d'Ivoire se sont exprimés pour la première fois dans le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo devant la Cour pénale internationale. Ces derniers se sont opposés à la demande de liberté totale réclamée par l'ex-chef de l'État qui a été acquitté par la CPI il y a 1 an de crimes contre l'humanité. Ils estiment que l'affaire n'est pas totalement terminée et que la levée des conditions imposées à sa libération pourrait permettre sa fuite dans un autre pays ou encore des intimidations de témoins. La communauté économique et monétaire d'Afrique centrale compte 6 pays soumis à la législation de la Cour de justice communautaire, un organe créé pour veiller au respect des conventions et des textes de la sous-région. Plusieurs réformes vont donc être lancées en 2020 pour une meilleure harmonisation juridique et politique. Reportage de notre correspondant au Tchad, Mamat Ramadan, commentaire Marcel Farba-Maoun. Pour mieux répondre aux recours des États membres sur les traités et les textes communautaires, la Cour de justice de la zone CEMAC se mobilise pour la redynamisation de ses organes juridictionnels, consultatifs et d'arbitrage. Ces réformes, engagées selon la présidente de cette instance communautaire, Julienne Elenga, permettront de répondre aux nouveaux enjeux juridiques et politiques qui s'imposent aux États de la sous-région. La Cour a élaboré et adopté son organigramme, 4 projets de textes dont le projet de règlement de procédure, le projet de statut, le projet d'accord de siège et le projet de règlement d'arbitrage est en cours d'élaboration actuellement. La vulgarisation des textes communautaires, les attributs et les compétences de la Cour auprès des praticiens de droit de l'espace CEMAC constituent aussi des défis que les staffs de cette instance juridictionnelle comptent relever dans les années à venir. Une politique qui va nécessiter des moyens supplémentaires selon certains observateurs. La Cour va organiser courant l'année 2020 des journées portes ouvertes afin de permettre aux citoyens de notre communauté et aux praticiens du droit de se familiariser avec la Cour et le droit communautaire. La Cour va poursuivre sa coopération avec les juridictions sœurs. C'est ainsi qu'elle va visiter au cours de l'année 2020 la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de justice de la CEDEAO. Pour rappel, la Cour de justice de la CEMAC est une cour sous-régionale créée par les pays de l'Afrique centrale, notamment le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad, afin de veiller au respect du droit quant à l'interprétation et à l'application du traité de la CEMAC et des textes subséquents. Également dans l'actualité, les électeurs maliens se rendront aux urnes le 29 mars 2020 pour élire leurs députés. Le gouvernement malien a annoncé que la date limite du dépôt de candidature pour ces élections législatives est fixée au 13 février et que la campagne électorale s'ouvrira le 8 mars. Notons que ces élections sont très attendues puisqu'elles ont été plusieurs fois reportées depuis 2018. Le Cameroun se prépare pour ses doubles scrutins à venir. Les élections municipales et législatives se tiendront le 9 février 2020. 35 partis politiques sont en lice, mais ces scrutins ne connaîtront pas la participation d'une partie de l'opposition puisque cette dernière remet en question le code électoral. Le point avec Nathalie Moho et Marcel Farba-Maoun. 35 partis politiques seront dans la course pour les élections législatives et municipales du 9 février 2020 au Cameroun. 5 partis politiques présents lors de la présidentielle de 2018 ont à nouveau déposé des candidatures pour le double scrutin à venir.
le RDPC, parti au pouvoir, le PCRN, nouvelle formation politique de Cabral Libye, le SDF, l'ANDP, l'ADC et l'UDC vont se lancer à l'assaut des 180 sièges de l'Assemblée nationale, la chambre basse du Parlement. Le RDPC et le SDF, partis historiquement rivaux et principaux groupes parlementaires, vont se remettre en jeu dans un contexte politique en évolution. Il me semble que le parti de Cabral Libye a comme point fort de montrer de l'enthousiasme, de montrer du dynamisme et de montrer de la créativité, comparé à d'autres partis qui peinent à renouveler aujourd'hui leur pratique politique, même si le RDPC a connu un renouvellement certain. Et il y a encore beaucoup trop de caciques qui malheureusement profiteront de la faiblesse d'implantation des autres partis. Lors des élections locales du 9 février au Cameroun, le RDPC est le seul parti représenté dans la grande majorité de toutes les circonscriptions électorales. Outre leur faible représentativité, les partis de l'opposition se disent défavorisés par le code électoral en vigueur dans le pays. Malgré la participation des représentants des partis aux opérations de décompte électoral et tout le reste, on va se rendre compte que le code électoral dispose qu'il n'y a que le procès verbal de l'électeur qui fait foi. Et à partir de là, il y a lieu de suspecter effectivement le pouvoir en place de détenir un pouvoir surdimensionné au niveau de l'organisation du processus électoral. Le double scrutin en préparation au Cameroun sera marqué par l'absence du mouvement pour la Renaissance Cameroun de Maurice Kamto. Le parti, arrivé deuxième à la dernière présidentielle, a appelé au boycott de l'élection. Par cet acte, le MRC a réduit ses chances de participer à une future élection présidentielle, comme le prévoit le code électoral camerounais. Dans le reste de l'actualité, la Banque africaine de développement a annoncé qu'elle dégagerait un budget d'environ 600 millions de dollars pour les investissements dans les énergies renouvelables en Afrique. Ces fonds devraient servir à financer des projets hydroélectriques, éoliens, solaires et géothermiques, avec l'objectif d'augmenter le taux d'accès à l'électricité sur le continent grâce aux énergies renouvelables, puisqu'actuellement, un Africain sur 3 n'a pas accès à l'électricité. Le Kenya a attiré près de 2 millions de visiteurs en 2019. Le pays des safaris séduit notamment ses voisins puisque le tourisme régional est celui qui fonctionne le mieux pour le pays. Une grande partie des touristes recensés proviennent de l'Ouganda et de la Tanzanie, pays frontaliers. Mais les touristes occidentaux ne sont pas en reste malgré un contexte sécuritaire parfois remis en question. Plus de détails avec Claude Ebessa et Marcel Farba-Maoun. Le Kenya, destination touristique parmi les plus courues en Afrique, continue d'attirer davantage de touristes. D'après le rapport sur les performances du secteur en 2019, l'Ouganda et la Tanzanie constituent les principaux marchés touristiques du pays après les États-Unis. Les deux pays d'Afrique de l'Est ont enregistré respectivement 223 010 et 193 740 visiteurs au Kenya. L'industrie touristique du Kenya a enregistré une croissance importante des arrivées internationales ayant augmenté de 1,167%, soit 2,04 millions en 2019. C'est plus facile pour un Ougandais ou pour un Tanzanien d'aller au Kenya. Les nationaux cherchent la destination la moins chère et celle qui optimise la qualité de leurs vacances. La destination qui est à portée de main, c'est le Kenya. La situation en matière de sécurité est restée stable au Kenya en 2019 grâce aux investissements soutenus du gouvernement dans un certain nombre de campagnes pour séduire les touristes. Ainsi, l'augmentation du nombre de touristes au Kenya a été déterminée par l'engagement du gouvernement à continuer à adopter un cadre réglementaire solide et à améliorer l'environnement des affaires. Le Kenya a toujours été une plateforme touristique, une espèce de hub touristique de toute l'Afrique de l'Est. Ce qui originalise le Kenya, c'est d'abord son safari, les parcs d'attractions, l'encadrement et beaucoup plus aussi la qualité écotouristique du Kenya. Plus de 63,1% de tous les touristes qui ont visité le Kenya en 2019 étaient des vacanciers, 13,5% étaient des voyageurs d'affaires, 10,6% visitaient la famille et des amis et 12,75% cherchaient d'autres services tels que le traitement, le shopping et l'éducation. Un diamant de la taille d'une balle de tennis a récemment été découvert au Botswana. C'est la deuxième plus grosse pierre précieuse au monde jamais découverte. Le Botswana se présente aujourd'hui comme un Eldorado du diamant grâce à sa manne reconnue dans le monde entier. Philomène Tiné.
Abritant la mine à ciel ouvert la plus riche au monde, avec une production annuelle variant entre 12,5 et 15 millions de carats, actuellement second producteur mondial de diamants après la Russie, le Botswana détient un énorme potentiel économique. Ce secteur diamantifère devrait permettre à la croissance du pays de rebondir à 4,6% en 2020. Le Botswana a connu une décennie de forte croissance économique ces 10 dernières années. C'est ce qui lui a valu le statut de pays à revenu intermédiaire. Mais cependant, la stabilité en Afrique de l'Ouest avec la Sierra Leone et en Afrique centrale avec l'Angola qui est dans les pleines de réformes structurelles pourrait susciter la baisse prochaine du cours du diamant sur le marché international. Alors, une telle baisse, évidemment, aura des conséquences économiques très désastreuses sur l'économie botswanaise qui va entraîner une pénurie de devises et qui va freiner la croissance des secteurs non diamantifères. Toutefois, la production de diamants du Botswana devrait prendre fin dans une quinzaine d'années. Les autorités du pays ont en effet opté pour la diversification économique vers des domaines prioritaires non miniers tels que l'agriculture, l'industrie, les nouvelles technologies ou encore les services. Le secteur diamantifère reste très vulnérable aux chocs exogènes. Et non seulement les chocs exogènes, mais même des chocs endogènes. Donc il est évident que si le Botswana veut pérenniser sa croissance économique, il va falloir que le Botswana élabore une stratégie en renforçant le capital humain, en établissant la bonne gouvernance dans le secteur diamantifère, en revoyant le cadre légal, en revoyant une fiscalité minière adaptée, et également dans le cadre d'une transition économique, en développant l'agriculture et également en développant les services de télécommunications. En avril 2019, la société d'État botswanaise Okavango Diamond Company a annoncé la découverte d'une pierre de diamant d'une taille de 20,46 carats au Botswana, le plus gros diamant jamais trouvé dans le pays. Si vous ne le connaissez pas encore, retenez bien son nom, Iman Aissi. Il est devenu le premier créateur d'Afrique subsaharienne à intégrer le prestigieux calendrier officiel de la semaine de la haute couture, la Fashion Week, qui s'est achevée ce jeudi 23 janvier à Paris, en France. Le créateur camerounais autodidacte a présenté sa collection à côté de grandes maisons telles que Dior, Chanel ou encore Givenchy, une consécration. Écoutons sa réaction ainsi que celle de quelques invités présents à ce défilé. C'est Akuma que moi, le message que je renvoie au monde entier. Akuma, c'est quoi? C'est d'abord soi-même. C'est le peu de choses qu'on peut posséder dans sa vie. Ça peut partir d'une épingle à un immeuble. Après, ça dépend comment on va fonctionner dans la société. Le respect des autres, la fierté aussi de ce qu'on est, de ce qu'on possède et la générosité. Les Africains, ils adorent le luxe, mais on s'approprie au luxe des autres. Il est temps que les Africains créent leur propre lobby de luxe aussi. Ça veut dire la confiance. Il faut s'informer, il faut former nos gens, il faut investir sur les artistes africains, il faut aussi les acheter. Si on ne les achète pas, ça ne peut pas avancer. C'est très ému, ça a été très émouvant cette présentation avec ce travail sur les matières, ce travail sur l'élégance et même sur la géométrie aussi sur certaines fois. Voilà, moi j'ai été vraiment conquise par ce qu'il fait. Moi je suis très émue par sa présence dans la Fashion Week. C'est quelqu'un qui a su toucher tout le monde par sa façon de faire ses modèles très originales, sans oublier d'où il vient, parce qu'on retrouve beaucoup d'étoffes qui viennent d'Afrique, beaucoup de raffia, et tout ce mélange-là, ça fait vraiment quelque chose de ouf. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 et l'information continue.